Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va extrêmement bien. Bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans les posts de la chaîne et du coup sur le titre de la vidéo, nous allons parler de James Bond, mais cette fois-ci de la version de Roger Moore. Avant toute chose, il est vrai que la dernière vidéo sur la chaîne parlait du changement de format qui arrivait. Comme vous avez peut-être pu le voir justement aussi avec les posts que j'ai fait sur la chaîne YouTube, c'est toujours en cours, je suis en train de recevoir le reste du matériel pour pouvoir vous faire la vidéo de manière qualitative et non pas seulement filmée avec un iPhone. Pour être très honnête avec vous, je ne comptais pas refaire une vidéo sous le format actuel, mais en tout cas je me suis dit en voyant un reportage cette semaine qui est passé sur Canal+ Docs que ce sujet serait vraiment intéressant puisque cette semaine j'ai pu voir le documentaire Mon nom est Moore, Roger Moore, qui se base en fait sur l'histoire de la carrière de l'acteur et un peu sa vie privée, tout en se focalisant aussi sur James Bond. Et du coup, c'était vachement intéressant puisque j'ai appris pas mal de choses que je ne savais pas sur les films. Et évidemment, j'en ai aussi beaucoup appris sur l'acteur, mais ce qui va nous intéresser ici, du coup, c'est la partie James Bond. Et au vu des réactions qu'ont pu avoir les différentes vidéos sur le sujet, que ce soit celles sur Timothy Dalton, George Lazenby ou Daniel Craig, j'ai toujours eu en retour dans les commentaires souvent des personnes qui me disaient leur James Bond préféré. Et force est de constater que parmi tous les acteurs qui ont joué le rôle de James Bond, eh bien il me semble pas avoir vu un commentaire me disant que Roger Moore était son James Bond favori. Du coup, si c'est le cas, je vous invite à me le dire en commentaire, aussi à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne, c'est hyper important. Donc dans cette vidéo, je ne vais pas paraphraser et refaire le scénario des films, tout simplement parce que ce sont des films très anciens et surtout que Roger Moore a joué dans 7 films James Bond. Autant dire que ça en fait vraiment un paquet, c'est d'ailleurs l'acteur qui a été le plus capé dans le rôle dans la saga Eon, puisque Sean Connery a lui aussi 7 films, dont un qui est Jamais plus jamais, qui est en dehors de la saga canonique. Et d'ailleurs, je vous recommande plus que jamais de regarder le documentaire Mon nom est Moore, Roger Moore, parce qu'il est vraiment intéressant, on apprend vraiment beaucoup de choses sur justement son adaptabilité à devenir James Bond, et aussi les inquiétudes qu'il pouvait avoir malgré la confiance qu'il dégageait à l'écran. De plus, c'est un documentaire qui dure 1h30, mais franchement c'est 1h30 vraiment bien expliqué, et je pense que c'est clairement un documentaire qui doit être vu, parce qu'on en apprend vraiment pas mal, et c'est vraiment très intéressant, même en dehors de sa carrière, forcément, en tant que James Bond, mais aussi sur son héritage, ou aussi sur justement ses jeunes années en tant qu'acteur. Enfin bref, passons, vous savez très bien que le premier film avec Roger Moore est Vivre et laisser mourir, qui fait suite à Diamonds or Forever, le dernier film canonique avec Sean Connery. Et alors, pour se baser sur les critiques de l'époque, il est vrai qu'à l'époque, le film avait été mal reçu. Les critiques étaient vraiment dégueulasses envers Roger Moore, et d'ailleurs, dans le documentaire dont je parle, Roger Moore en a un petit peu souffert au début. Il s'est posé cette question en disant est-ce vraiment le rôle qui me va? Et alors c'est vrai que ce film avait reçu pas mal de critiques à l'époque, notamment au niveau du jeu d'acteur de Roger Moore. On lui avait reproché de ne pas être un bon acteur, ce qui est quand même assez dingue parce que moi l'ayant découvert, vous doutez bien, il y a quelques temps, pas au moment évidemment de cette sortie parce que je n'étais pas né, mais moi je trouve qu'il est vraiment excellent dans le rôle. Mais ce que les gens n'avaient pas aimé, c'est le fait qu'il y avait un gros gap entre le James Bond justement de Sean Connery, qui avait vraiment fait un tueur froid, sec, qui n'est pas très orienté vers l'humour, mais au contraire qui est vraiment dans cet esprit de tueur littéralement. Et là vous passez sur Roger Moore qui est beaucoup plus gentleman, plus humoristique aussi, il utilise beaucoup le sarcasme, il a un accent anglais très marqué, il parle un petit peu comme un noble. D'ailleurs quand vous regardez le documentaire Mon nom est Moore, Roger Moore, il parle justement de son phrasé. C'est pas celui qu'il avait initialement puisqu'il n'est absolument pas issu, comme on pourrait le croire, d'une famille bourgeoise d'Angleterre, bien au contraire. Il est fils d'un policier à Londres, donc c'est pour vous dire, alors c'est quelqu'un de modeste initialement, et il a appris ce phrasé à l'école d'art dramatique, à laquelle il a appris l'acting. Alors comme il le dit dans le documentaire, l'école d'art dramatique lui a pas appris grand chose, si ce n'est la relation avec les femmes et justement la manière de parler. Il y a aussi un contexte très important à prendre, c'est que Roger Moore, au moment où il est choisi pour être James Bond, il est une star, c'est une énorme star puisqu'il y a eu la série Amicalement Vôtre qui a marché du feu de Dieu, et il y a bien sûr la série Le Saint qui elle aussi l'avait lancé et l'avait propulsé tout simplement sur le devant de la scène. Mais ce qui était un peu reproché par les médias et ce qui maintenant d'ailleurs est plutôt vu comme une qualité, c'est que Roger Moore jouait Roger Moore, même dans James Bond. Il retranscrivait littéralement sa personnalité dans le personnage. D'ailleurs quand on regarde le documentaire, on en apprend un peu plus sur sa vie privée, notamment auprès des femmes, et on voit vraiment beaucoup de points communs avec James Bond pour le coup. Mais il n'a pas pris ce personnage comme un personnage qu'il fallait apprendre à jouer. Non, il a utilisé sa personnalité pour la calquer sur le personnage. D'où l'ajout de moments un peu plus humoristiques, de gimmicks notamment, ils en parlent dans le documentaire avec ses sourcils où il avait cette faculté de tout le temps lever son sourcil gauche. En tout cas, c'est quelque chose qui avait été vachement critiqué à l'époque, parce que comme je l'ai dit, on sortait d'un James Bond très froid, très
très orienté vers le meurtre, etc. Là où maintenant on avait un James Bond beaucoup plus rayonnant, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, je n'ai jamais trop compris pourquoi Live and Let Die avait aussi peu marché à l'époque, parce que personnellement, c'est un de mes préférés. J'ai vraiment, déjà, la musique de Paul McCartney est légendaire, elle est culte, mais si ce n'était que ça, j'ai envie de dire, le film ne serait pas forcément un bon film. Mais personnellement, j'aime beaucoup l'aspect où on voyage énormément. Et personnellement, Live and Let Die, j'avais beaucoup aimé, même si la mort de Mr. Big à la fin est complètement what the fuck, le fait qu'il se fasse gonfler, exploser contre le plafond, j'avoue, c'est complètement what the fuck, maintenant ça a mal vieilli, mais moi je trouve que ça va vraiment avec l'esprit de ces films-là, justement. Et ce que j'ai beaucoup aimé avec Roger Moore, c'est qu'il a la classe, il en impose. Très clairement, moi je trouve que dès les premières minutes, cette fameuse scène où il est avec l'agent italienne, etc., que aime bien la voir, avec Moneypenny, tout de suite on retrouve, je trouve, cette ambiance James Bond. Roger Moore, franchement, pour moi, il avait déjà ce flegme, et il apportait ce côté très british, très anglais, là, pour le coup, au personnage, puisqu'il faut savoir que Sean Connery était un Écossais, qui était indépendantiste en plus de ça, donc il n'avait pas du tout cet accent british comme on le connaît, et là, clairement, il a apporté ça au personnage que je trouvais vraiment hyper intéressant. Maintenant, c'est vrai que le film, Live and Let Die, pour le coup, si je dois citer quelques défauts de ce film, je trouve que c'est notamment au niveau du rythme. Le rythme est assez mal réparti. Par moment, on va avoir vraiment beaucoup d'action, etc. Puis d'un coup, on va avoir un petit temps mort qui peut vraiment casser par moment le rythme. Mais je veux dire, sur le papier, Live and Let Die, Roger Moore, Jane Seymour, enfin, c'est quand même quelque chose d'assez culte pour le coup. Et je trouve ça un peu étonnant qu'à l'époque, ça avait été un peu mal perçu. Mais vous regardez, de toute façon, à l'époque, c'est pareil, le film Au service secret de Sa Majesté, qui maintenant a été beaucoup, même énormément réhabilité par la communauté fan de James Bond, lui aussi avait subi d'énormes critiques pour le coup. N'était-ce pas aussi le fait de changer complètement d'air, entre guillemets, qui a pu apporter des mauvaises critiques au film? En tout cas, moi j'avais beaucoup aimé le fait aussi de voir James Bond avec un 44 Magnum à la Dirty Harry, je trouvais ça vachement cool. Live and Let Die, tout de même à l'époque, finira par être considéré comme un échec, et d'ailleurs Roger Moore lui-même se demandera si, il sera de retour tout simplement en James Bond, même s'il avait déjà signé un contrat l'impliquant dans plusieurs films. Et d'ailleurs cela va inclure un changement de comportement chez Roger Moore vis-à-vis de la presse, puisqu'il se détruira lui-même, c'est-à-dire que pour éviter les critiques en disant que c'est un mauvais acteur, il dira directement aux gens « Oui, je suis mauvais, je suis horrible, j'arrive pas à délivrer mes lignes ». En fait, directement, il sera très dur avec lui-même, et ça va provoquer une sorte d'effet un peu positif pour lui, puisque la presse, qui d'ailleurs a toujours cette tendance maintenant, aime aller chercher les choses qui piquent, c'est ce qui leur fait vendre des journaux à l'époque, c'est ce qui maintenant leur fait faire des vues, ils aiment aller titiller les personnes et voir leurs réactions. Le problème c'est que si la personne en question, et en l'occurrence l'acteur, dit directement « Bah oui, écoutez, je suis mauvais », qu'est-ce que vous voulez qu'ils disent? Comment voulez-vous qu'il le titille? À partir de là, en fait, mentalement, il se forge une sorte de carapace qui lui permet de se protéger et de se concentrer aussi sur les films. Comme l'expliquait d'ailleurs l'entourage de Roger Moore dans le documentaire une nouvelle fois, lorsqu'il y a eu cet échec de Live and Let Die, il avait pas confiance en lui, Roger Moore, même si en effet, quand on le regarde, le gars dégage une confiance en lui énorme à l'écran, même quand il est sur des plateaux télé ou quoi que ce soit, mais la réalité c'est que dans la vie privée, c'était quelqu'un de plutôt inquiet justement, et qu'à ce moment-là, il se disait « Suis-je vraiment à la hauteur ?» C'est pour ça qu'on enchaîne avec L'Homme au pistolet d'or, qui encore une fois pour moi est vraiment extraordinaire. Moi c'est un de mes préférés une nouvelle fois, je sais que lui aussi, pour le coup, sera vu comme un échec dans la finalité, pourtant sur le papier une nouvelle fois. Maud Adams en James Bond Girl qui fait vraiment le taf, Roger Moore qui est toujours excellent, et la dualité avec Scaramanga, l'effet miroir justement entre l'assassin professionnel ultra réputé, son fameux pistolet d'or justement qui est devenu, j'ai envie de dire, iconique, la performance de Christopher Lee aussi, et Roger Moore qui se retrouve justement en Thaïlande lorsqu'ils sont sur les fameuses îles, etc. Enfin, moi j'ai trouvé une nouvelle fois que le film portait un esprit aventure très intéressant, et ça aussi, c'était vachement critiqué justement à l'époque, le fait que les films sous Roger Moore changeaient souvent de localisation. Il partait d'un premier pays, puis il allait dans un autre, puis il revenait. Et ça, c'était aussi pas mal critiqué, l'aspect aventure. En plus de ça, on était à une époque où beaucoup de journalistes et de critiques cinéma pensaient que James Bond allait tout simplement se casser la gueule, littéralement. Tout le monde pensait que les films d'espionnage étaient entre guillemets finis. Et je trouve que dans L'Homme au pistolet d'or, justement, le fait que Roger Moore soit opposé à un acteur comme Christopher Lee qui est extrêmement charismatique, eh bien ça a permis une nouvelle fois d'élever son James Bond. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il a gardé la même recette que dans Vivre et laisser mourir. Comme je l'ai dit, il s'est créé une carapace et malgré les critiques, il n'a pas changé son jeu en réalité. Il a continué à faire ce qu'il voulait faire, comme il le voulait, quitte à les essuyer justement, à se faire piétiner par la presse, mais en tout cas il l'a fait et je trouve que ça a bonifié son James Bond une nouvelle fois, parce que L'Homme au pistolet d'or,
Non seulement moi j'avais beaucoup aimé la musique de Lulu, en plus de ça, une nouvelle fois ça n'a rien à voir avec l'acteur en lui-même, mais pour le film c'est vrai que j'avais adoré ça, mais surtout pour moi c'est un film, comme je l'ai dit, qui est vachement complet, et qui même encore maintenant, certes les effets spéciaux peuvent avoir mal vieilli, certes certains personnages comme G.W. Pepper, qu'on retrouvera un peu plus tard d'ailleurs, enfin qu'on retrouve plutôt par rapport à Vivre et laisser mourir, cette fois-ci on le retrouve dans L'homme au pistolet d'or, bon c'est des personnages qui ont des répliques qui maintenant ne passeraient plus trop à l'écran, mais c'est des personnages qui pour l'époque étaient vachement comiques, et c'est là qu'on voit que justement il y a un changement de ton complet par rapport à James Bond, puisque Roger Moore, son air James Bond, va beaucoup insister sur les aspects un petit peu cartoonesques même, et ça j'y viendrai un petit peu plus tard parce qu'il y a un film que vous connaissez tous, Moonraker, qui lui en a clairement abusé, mais en tout cas c'est vrai qu'on voit que les films seront beaucoup plus légers que ceux avec Sean Connery, et pour autant, il garde une manière et une matière très sérieuse je trouve à présenter au public, qui est extraordinaire. Pour moi, c'est vraiment le mix entre de l'humour et du cynisme, mais en même temps, toujours avec cet aspect très très sérieux. En tout cas, L'homme au pistolet d'or, personnellement, une nouvelle fois, l'ayant découvert beaucoup plus tard, forcément, en fait, je vais pas le préciser à chaque film, mais vous le devinez bien, et j'ai trouvé qu'il était vraiment génial pour le coup, et c'est un de mes préférés encore à l'heure actuelle. Mais là, on va surtout arriver au film qui est considéré par beaucoup comme le meilleur film James Bond jamais fait, et c'est aussi le film qui a permis au public de l'époque de justement s'accrocher à Roger Moore. Je parle bien évidemment de L'espion qui m'aimait, avec une nouvelle fois Roger Moore forcément, Richard Kiel dans le rôle de requin qui deviendra lui aussi un ennemi mythique de James Bond, mais aussi Barbara Bach dans le rôle de la James Bond girl. Et L'espion qui m'aimait, on sent tout de suite qu'il y avait une volonté de la part de la production de réussir à remettre le public dans leur poche, et on le voit dès l'introduction. C'est ce que disait d'ailleurs une nouvelle fois le documentaire, c'est que l'introduction du film, on voit James Bond dans une chute libre, et puis enfin, il finit par déployer son parachute qui est littéralement l'Union Jack. Ça, à l'époque, ça avait suscité énormément d'applaudissements rien qu'à l'entrée du film, chose qui n'était plus arrivée justement depuis les films de Sean Connery. Donc c'est pour dire que le film, rien que dans sa scène d'introduction, a réussi son pari de remettre le public dans la poche. Alors à titre personnel, je dois avouer que c'est pas mon préféré de Roger Moore, mais une nouvelle fois, c'est un film que j'ai trouvé vraiment excellent, extraordinaire dans sa manière de présenter les personnages, les antagonistes, et surtout de les hiérarchiser et de les iconiser une nouvelle fois, comme je l'ai dit avec Requin notamment, qui n'est même pas le méchant principal, mais qui le fait d'avoir une mâchoire d'acier, qu'il croque les gens au niveau justement de la carotide et qu'il les élimine de cette manière. Enfin, c'est quand même quelque chose d'assez unique, et ça donne des vrais combats en plus face à James Bond assez sympa. Et c'est surtout un film pilier pour la carrière de Roger Moore, puisque comme je l'ai dit, c'est ce qui permet aux gens d'adhérer à son James Bond, et ça conforte MGM dans le fait de vouloir garder Roger Moore justement. Donc clairement c'était un gros tournant là-dessus, et personnellement comme je le dis, jusque là si on arrive à ce moment-là pour moi qui est la première phase de James Bond sous Roger Moore, je trouve justement que c'est vraiment très bien. Personnellement j'avais déjà beaucoup adhéré au personnage, beaucoup adhéré à l'acteur, je trouve que c'est vraiment, et c'est quelque chose qui n'est pas suffisamment mis en avant par rapport aux autres, mais c'est qu'en plus d'être une grande star, je trouve que Roger Moore est vraiment un très très grand acteur, et justement dans James Bond il a pu le prouver puisqu'il a joué un James Bond qui n'avait pas le même archétype dans chaque film. À chaque fois le contexte du film le fait être ou plus comique, surtout dans Moonraker notamment, ou justement plus sérieux, Vivre et laisser mourir par exemple. Et ça c'est quelque chose qui pour moi est vachement intéressant et vachement bien là aussi, et c'était quelque chose qui pour moi aurait dû à l'époque séduire le public. Encore une fois, nous ne sommes pas dans les années 80 ni les années 70, donc je ne sais pas quelle était réellement la vision du public là-dessus, mais j'étais vachement étonné quand même lors de la vision de ce reportage que les films, tout simplement jusqu'à L'espion qui m'aimait, étaient détruits par la critique, mais aussi par les spectateurs bien évidemment. Je ne l'ai pas précisé depuis le début, mais quand je dis la critique, j'englobe et la presse et les spectateurs, parce qu'il arrive assez souvent que la presse dise n'importe quoi, ça c'est clair et net, et ça date pas d'aujourd'hui pour le coup au niveau cinéma, mais les spectateurs souvent, c'est le retour qui est le plus intéressant, et là c'est vrai que même à l'époque ça s'était fait un peu démonter. Pour autant, les générations nées dans les années 70-80, eh bien leur James Bond, enfin plutôt 60-70, leur James Bond, c'était Roger Moore. Et pour autant, ces personnes-là, eux ont grandi avec lui, et encore maintenant, pour beaucoup, c'est leur personnage, enfin plutôt leur James Bond préféré. Donc c'est quand même assez intéressant je trouve, puisque ça montre un choc des générations assez important. Ça ne veut pas dire, attention, qu'on ne peut pas aimer les autres James Bond, c'est absolument pas ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que les personnes qui ont connu par exemple du coup à l'époque Sean Connery, il y a eu George Lazenby mais pour un seul film, donc on va prendre que Sean, ont eu beaucoup plus de mal à s'adapter à Roger Moore que les personnes qui justement sont nées en plein dedans. Et ça c'est quand même quelque chose, je trouve, d'assez intéressant d'un point de vue même, hormis du cinéma, d'un point de vue
comportementale finalement. D'ailleurs, si on voudrait comparer avec notre époque, ça arrive toujours. Exemple, les jeunes actuels qui ont vu Star Wars en commençant par Star Wars épisode 7, pour eux, la postlogie va être extraordinaire, ça va être peut-être même leur film préféré de la licence. Pour des gens comme moi qui ont grandi avec la prélogie, mes préférés, c'est la prélogie, et la postlogie, je n'aime pas. Pour les personnes qui à l'époque étaient nées sous la trilogie originale, souvenez-vous le fameux mouvement des, entre guillemets, puristes, qui ont démonté la prélogie, juste parce que ça ne ressemblait pas à la trilogie originale, vous voyez? C'est quelque chose, je trouve, qui est vachement intéressant dans l'histoire du cinéma, mais bref, je m'égare. Parce que là, on arrive à Moonraker, qui est un film qui, pour le coup, va avoir des liens avec Star Wars, parce que clairement, dans ce film, ils ont vraiment surfé sur la vague et sur le buzz de Star Wars, puisqu'on se retrouve vraiment avec un moment des combats spatiaux, des tirs de laser, toute une histoire autour justement d'une station spatiale. Alors il y a Michael Lonsdale qui joue justement l'antagoniste, un acteur que j'adore, qui était franco-anglais, si je ne dis pas de bêtises. Et Moonraker, c'est assez particulier parce que là, ils ont poussé le côté van et cartoonesque à fond. Et c'est pour le meilleur et pour le pire. Je me souviens de scènes où Requin, par exemple, va faire des chutes extraordinaires, puisque Requin sera de retour, et va même survivre à des scènes de chutes de plus de dizaines, voire centaines de mètres. C'est quand même assez what the fuck. Pour autant, en plus, il y a une belle scène d'introduction une nouvelle fois, où justement on se bat dans l'avion, on voit Jean-Pierre Castaldi, acteur français, on le voit, le temps d'un petit caméo, entre guillemets, hein, il faisait la figuration, il faisait le pilote de l'avion. On a le temps de le voir, c'est déjà ça. Mais en tout cas, c'est vrai que Moonraker, ils ont vraiment insisté sur le côté humoristique. Pareil, il y a cette fameuse scène assez culte maintenant, où Drax emmène James Bond faire de la chasse, il lui dit de tirer sur un oiseau, et au final on voit que James Bond, entre guillemets, loupe l'oiseau, si on peut dire ça comme ça. Mais au moment où Drax lui dit « Bah vous avez raté votre cible, monsieur Bond », on voit un gars qui s'écroule d'un arbre qui était un sniper posté pour éliminer Bond, et Bond lui répond « Non, je ne crois pas ». Donc très honnêtement, moi Moonraker, c'est un film qui honnêtement, pour moi, est le plus faible, entre guillemets, en termes d'histoire, etc., de Roger Moore. Cependant, ça reste un plaisir, parce qu'en fait, c'est un film totalement popcorn et what the fuck assumé, en fait. Sans pour autant avoir des mauvais dialogues. Mais ce que je veux dire, c'est que le côté cartoon prend tellement le dessus qu'on se rend compte que c'était vraiment la direction qui était voulue pour ce film. Et moi, je trouve que Moonraker, eh bien, malgré ses imperfections, qui sont pour le coup vraiment présentes, et même par moments Roger Moore qui en fait un petit peu trop sur le côté van, bah je trouve que c'est plaisant à regarder, justement à l'inverse de Rien que pour vos yeux, qui lui, pour moi, est celui que j'ai le moins aimé de l'ère Roger Moore. Pourtant, Julian Glover en adversaire, John Glenn qui réalise, et pour le coup, John Glenn a réussi à faire des bons James Bond, mais c'est vrai que Rien que pour vos yeux, pour moi, il fait vachement daté. Je trouve qu'il fait même plus vieux que Live and Let Die. Pourtant, il y a quand même quelques années d'écart, hein, presque 7 ans. Même plus, en réalité, il y a 8 ans d'écart entre Live and Let Die et Rien que pour vos yeux. Et Rien que pour vos yeux, pour moi, il a vachement vieilli. En termes de réalisation, je trouve que c'est vachement figé, les personnages sont pas très intéressants. Le James Bond, ben, c'est une aventure un petit peu classique, j'ai envie de dire, et je trouve pas que là, pour le coup, Roger Moore ait vraiment crevé l'écran. C'est pas mon préféré du tout, je trouve qu'il y a un faux rythme. Je suis pas un grand fan de Rien que pour vos yeux, même la lentille qui est utilisée pour la caméra, quand on regarde maintenant les éditions actuelles, ça fait très... je sais pas comment dire, il y a un filtre qui me fait penser au Feu de l'amour sur le film par moment, et ça me perturbe énormément. C'est vrai que Rien que pour vos yeux, peut-être que l'histoire dans son écriture était bien meilleure que celle de Moonraker, mais je trouve qu'en termes d'acting, en termes de divertissement, et même justement de manière d'exécuter le scénario, eh bien c'est beaucoup moins bon. On sent que dans Rien que pour vos yeux, ils ont voulu revenir à ce qu'on appelle du James Bond beaucoup plus sérieux, mais c'était pas naturel, ça faisait vraiment pas naturel, et pour le coup je trouve que c'est le moins marquant de ceux qui ont été faits par Roger Moore, et celui où de toute façon il est le moins bon. Ensuite il y a eu Octopussy. Alors lui, Octopussy, pour le coup, moi j'ai beaucoup aimé. C'est pas le meilleur James Bond non plus de Roger Moore, mais là pour le coup ils ont réussi à revenir à ce côté un petit peu plus fun et sérieux que pouvaient avoir les premiers films avec lui, justement, sans pour autant trop pencher vers le sérieux comme Rien que pour vos yeux, ou trop vers le cartoonesque comme justement Moonraker. Et ça, je trouve ça vraiment très bien pour le coup. Il était vachement cool, Octopussy, avec le retour de Maud Adams en plus de ça. J'ai beaucoup aimé aussi les scènes attention, il y a une bombe, avec James Bond qui est déguisé en clown, etc. Enfin, je trouve que Octopussy, pour le coup, est d'ailleurs devenu assez culte, hein, il faut le dire. Il est devenu culte, c'est encore un film justement où il y a des belles répliques, où on voit beaucoup plus Q aussi, et ça c'était quelque chose de vachement intéressant aussi. Q
qui est quand même mythique hein, dans ce film, avec des répliques extraordinaires. Enfin moi c'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup aimé une nouvelle fois dans Octopussy. C'est un film qui est culte, parce que c'est peut-être le film un peu plus action, si on peut dire ça. Là c'est vraiment plus un film d'action tout de même, et c'est celui qui l'est le plus dans la carrière de Roger Moore en James Bond. Et je trouve que justement dans cet aspect-là, il a encore une fois réussi à développer une nouvelle caractéristique à son James Bond, qui était vachement intéressante. Donc Octopussy, franchement, c'était vraiment hyper cool. Et enfin, nous avons eu A View to Kill, ou Dangereusement Vôtre, le dernier de Roger Moore, et dans celui-ci, il a 58 ans. Donc là, on est vraiment sur un James Bond qui est vieillissant. Pour autant, à l'écran, c'est vrai que l'on voit que Roger Moore, il commence à avoir des rides, mais je trouve que dans le rôle, dans l'acting, dans les scènes d'action, il est toujours bien au top. Le problème, et c'est d'ailleurs l'anecdote qui est vachement connue pour le coup, je vais quand même vous la dire si vous ne la connaissez pas, mais en gros, sa James Bond girl dans le film, à un moment lui dira « Vous me rappelez mon père ?» Et c'est ça qui lui a fait dire « Oula, pour moi, il est trop tard, il faut arrêter. c'est plus possible. » Et c'est un choix très judicieux. Personnellement, je trouve que Dangereusement Vôtre, pour le coup, encore maintenant, est considéré comme un des moins bons James Bond. Pourtant, bah moi, j'ai vraiment fortement apprécié le film, pour être très honnête avec vous. J'aime bien le personnage de Zorin, qui est joué notamment par Christopher Walken, qui est vraiment cool dans le rôle, avec aussi Grace Jones, qui est une icône des années 80. Enfin moi vraiment, ce film, Dangereusement Vôtre, je le trouve très sympa, malgré que ça soit un James Bond vieillissant. Et d'ailleurs, il me semble même, dans mes souvenirs, qu'il y a un petit caméo de Dolph Lundgren, dans Les Agents, il me semble, à un moment du KGB. Et ça aussi, bon, c'est vraiment une anecdote, mais en tout cas... pour le coup, moi j'avais beaucoup aimé ce film, même si là il y avait des histoires de mutation, etc. Enfin de mutation ADN, pas au sens comme vous pourriez l'imaginer si vous n'avez pas vu le film. Mais en tout cas, Dangereusement Vôtre, pour moi, c'était le moment où il fallait s'arrêter, ça c'est clair, parce qu'après, si vous refaites le film, etc., Roger Moore aurait eu 60 ans, et c'est vrai que ça devenait bizarre. Déjà là, avec 58 ans, lui-même n'était pas à l'aise, lui-même n'était plus à l'aise avec le rôle, parce que forcément, il devait entretenir des relations avec les James Bond Girls, et dans l'histoire, les James Bond Girls, les actrices sont tout de même... souvent une trentaine quoi. Il y a une grosse différence d'âge, et ils ont même, alors pour être plus précis, plus de 20 ans d'écart. Donc pour le coup là ça devenait vraiment compliqué pour Roger Moore, et donc je comprends complètement qu'après ça il ait décidé de s'arrêter. Et en plus Dangereusement Vôtre a été vu comme un échec une nouvelle fois, donc concrètement il avait fait ce qu'il devait faire avec le film, et au total ça porte quand même 7 films avec sa présence dedans. Et qu'est-ce qu'on en retient maintenant ? Bah moi je trouve qu'on en retient un James Bond qui a marqué les esprits et qui a su se différencier à un moment hyper compliqué, comme je l'ai dit. George Lazenby officiellement avait pris la relève de Sean Connery après le retour de, enfin plutôt avant le retour de celui-ci dans Diamonds Are Forever. Mais c'est vrai que quand même Roger Moore doit passer après Sean Connery. C'est quand même déjà deux personnalités différentes en tant qu'acteur, mais c'est aussi deux interprétations complètement différentes, et c'est ça qui fait la force du personnage. C'est que vous regardez, Roger Moore marquera l'histoire parce que de tous les James Bond qu'il y a eu, c'est celui qui avait le plus ce côté justement gentleman british et ce côté humoristique. C'est d'ailleurs un côté, je trouve, que Pierce Brosnan a bien récupéré pour le coup, et c'est vachement assumé, puisque dans le documentaire Mon nom est Moore, Roger Moore, Pierce Brosnan explique quand même, parce qu'il intervient Pierce Brosnan dans ce documentaire, grosso modo on comprend que c'est son idole, c'était un de ses modèles au moment de se lancer dans l'acting. Il explique d'ailleurs qu'il l'avait rencontré quand il avait l'âge de 11 ans, etc., et que pour lui c'était un moment formidable. Et on trouve, enfin personnellement je trouve, que Pierce Brosnan, lui, dans son interprétation, et j'en parlerai très bientôt de Pierce Brosnan, il a vachement repris justement des codes de Roger Moore, tout en y impliquant ce côté tueur froid de Sean Connery. Alors actuellement, personnellement, mon James Bond préféré n'est pas spécialement Roger Moore, même si au fur et à mesure où je fais ces vidéos, comme vous l'avez constaté, j'avais fait à l'époque au service secret de Sa Majesté, j'avais dit que Lazenby était mon préféré. Après, c'est vrai que Dalton, j'ai beaucoup aimé, parce qu'en fait, ces vidéos, je les ai faites, comme je l'ai expliqué à l'époque, au fur et à mesure de mon visionnage aussi. Daniel Craig, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que Roger Moore, en fait, j'ai du mal à ne pas le mettre dans mes préférés. Et le problème, c'est que d'ailleurs, je les ai tous bien aimés en réalité, les interprètes de James Bond. Donc c'est vraiment très très compliqué de réussir à faire un classement des interprètes pour moi. Mais personnellement, Roger Moore, c'est les films que je peux me lancer en plus de ça, et même me dire, je les regarde sans trop prise de tête. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, que les autres n'ont pas spécialement, parce que vous regardez les films de Daniel Craig, c'est des films quand même où il faut vachement bien suivre l'histoire, sinon vous êtes vite paumé, surtout dans les 3 premiers, même si après Spectre et No Time to Die sont complètement à chier, mais en tout cas ça, j'en parlerai peut-être un petit peu plus tard.
mais surtout dans Casino Royale, tout ça, c'est impossible de faire autre chose. Tandis que Roger Moore, vous regardez, il y a vraiment cet aspect, comme je l'ai dit, demain vous devez faire une activité, peu importe, mais vous pouvez vous mettre un film juste en fond. Bah, vous mettez Octopussy, ça passe super bien. Ça passe super bien parce que c'est un bon film d'action. Demain, vous voulez regarder un James Bond, vous êtes dans un mauvais mood, vous avez passé une mauvaise journée, vous avez besoin de regarder quelque chose qui va un petit peu vous faire sourire, mais où il y a de l'action. Bah, vous regardez Moonraker. Moonraker, vous aurez un côté très cartoonesque, et vous aurez quand même des scènes d'action très généreuses. Ou pour autant, vous êtes dans une nostalgie d'un James Bond, justement, qui est plus cynique, plus sarcastique, mais qui est dans des situations et des confrontations très sérieuses. Vous regardez Live and Let Die, vous regardez rien que pour vos yeux à la limite, et vous-même vous regardez L'Homme au pistolet d'or. Vous voulez voir une dualité légendaire, vous regardez L'Homme au pistolet d'or. Je trouve que dans ces 7 films, en fait, il n'y en a pas un de trop, parce que chaque film a sa qualité qui permet de le différencier. Et par conséquent, cette qualité, elle vient évidemment majoritairement, non seulement du scénario bien sûr, mais surtout de la performance de Roger Moore, qui a donné une personnalité à James Bond unique, et qui est vraiment très très bonne pour moi. J'irai pas jusqu'à dire que Roger Moore est sous-estimé en tant que James Bond, parce que comme je l'ai dit, contrairement à par exemple Timothy Dalton ou George Lazenby, il est beaucoup mis en avant en réalité. Mais les gens, on va dire sur internet, ont beaucoup moins cette faculté, je trouve, à parler de lui, et je trouve ça un petit peu dommage, c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. Ça me tenait vachement à cœur pour le coup, et le fait d'avoir vu ce documentaire où on apprend un peu plus justement sur sa personne, etc., on voit que c'était un gars sympa, un bon vivant, etc., bah, ça motive à faire ce genre de vidéo justement sur les personnes, quand c'est en plus des personnes bien en dehors de tout ça. D'ailleurs, après ça, après sa carrière cinématographique, Roger Moore deviendra ambassadeur de l'UNICEF. D'ailleurs, la petite anecdote, c'est qu'il était complètement contre les armes, et il expliquait justement, alors parce qu'on voit des extraits où il dit qu'en gros, tout le monde l'assimile au Walter PPK de James Bond, aux grosses scènes de baston et tout, alors que dans la réalité, il était complètement contre justement ces valeurs-là. Il explique aussi que lui trouvait que James Bond ne devait pas frapper les femmes, parce qu'il est vrai que, souvenez-vous, dans les films de Sean Connery, on va pas se mentir, il y va pas de main morte si à un moment une femme refuse de lui parler ou quoi que ce soit. Il va employer les manières fortes. Pour lui, James Bond, pour convaincre justement une personne de l'aider, devait utiliser sa séduction. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il avait beaucoup souffert de la scène dans L'Homme au pistolet d'or où justement il se retrouve à violenter Barbara Bach, il me semble d'ailleurs. Il se retrouve à violenter la James Bond Girl, parce que justement c'était demandé par le réalisateur, parce que suite à l'échec de Vivre et laisser mourir, où justement on avait beaucoup insisté sur le côté charmeur de James Bond, on s'était dit, bah on va refaire du Sean Connery mais avec Roger Moore. Et Roger Moore, lui, était pas du tout à l'aise sur ces scènes-là, il n'avait pas du tout apprécié, et d'ailleurs c'était même embrouillé avec le réalisateur du film, en disant qu'il ne souhaitait clairement pas, il me semble que c'était Guy Hamilton, il ne souhaitait pas que son James Bond lève la main sur des personnages féminins. Et c'est quelque chose, je trouve, qui est vachement aussi intéressant pour le coup, parce que c'est vrai que pour le coup, James Bond, vous regardez celui de Pierce Brosnan, va flinguer littéralement le personnage de Sophie Marceau de sang-froid. Vous regardez Daniel Craig, bon, on n'en est pas trop loin pour le coup, hein, là non plus, il hésite pas trop non plus à y aller. Vous regardez Sean Connery, bon bah alors lui c'est... les films sont d'une autre époque bien évidemment, mais ça y va pas de main morte non plus. Et pour le coup c'est vrai que Roger Moore, il y a cette scène là, et j'ai pas été spécialement marqué ensuite par des scènes où il est violent. Enfin, où son personnage, encore une fois pas l'acteur bien évidemment, où son personnage de James Bond est violent avec ses James Bond girls ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que cette scène dans L'Homme au pistolet d'or d'ailleurs était un petit peu étonnante, parce qu'elle était complètement, je trouve, à contre-temps du personnage qui était transcrit à l'écran par Roger Moore. Et donc quand j'ai vu cette anecdote sur le documentaire, bah en fait j'étais pas étonné en fait finalement qu'il était complètement contre. Et finalement, bah, je trouvais que c'était bien. Je trouvais que c'était bien parce que, comme je l'ai dit, il ne s'est pas simplement dit « je dois jouer James Bond ». Non, il est devenu James Bond en y donnant sa personnalité. Et ça, c'est quelque chose, je trouve, qui a beaucoup de mérite, et même en allant à l'encontre des critiques, comme je l'ai dit. Et ça, c'est encore une fois quelque chose qui, je trouve, force le respect. Donc voilà, n'hésitez pas, vous, à me dire en commentaire une nouvelle fois ce que vous avez pensé de la vidéo. Ça, c'est très important. Le nouveau format, comme je l'ai annoncé sur la chaîne, va très vite arriver. Comme je l'ai dit là, c'est parce que j'attends vraiment, c'est sur un aspect logistique, hein. Clairement, j'attends ma nouvelle batterie pour mon appareil, j'attends un micro actuellement qui sera aussi beaucoup plus portatif, et un support pour mon micro actuel que j'utilise. Donc autant vous dire qu'il y a du budget qui a été dépensé, mais malheureusement, les délais postaux, tout ça, bah, je n'ai pas le contrôle là-dessus. Donc forcément, je me suis dit, je ne peux pas vous laisser plus de 2 semaines sans vidéo, c'est pas possible, donc voilà. Je trouve que c'était le bon compromis, mais en tout cas, rassurez-vous, le nouveau type de vidéo et le nouveau format va bien arriver comme je l'ai annoncé.
Ensuite, n'hésitez pas bien évidemment à me dire ce que vous avez pensé de la performance de Roger Moore dans ses différents films James Bond. Peut-être qu'il y en a certains que vous avez vraiment adoré, d'autres que vous avez complètement détesté. Peut-être que c'est votre James Bond préféré ou au contraire que vous n'avez pas du tout aimé sa performance. Dites-le moi en commentaire, je suis assez curieux de savoir tout ça. Une nouvelle fois, je vous invite très fortement à vous abonner à ma chaîne, à activer la cloche, c'est hyper important quand je sors une vidéo ou même un short. Allez aussi me suivre sur TikTok parce que je sors pas mal de contenu que je ne peux pas mettre sur YouTube. Alors quand je dis ça, ça reste du contenu cinéma parce que maintenant, quand les personnes disent ça, ça vous emmène vers des liens un peu chelous. Mais non, rassurez-vous, ça reste du contenu cinéma, c'est du contenu sur TikTok. Je parle de Smallville notamment, par exemple, DC Comics en général. Et c'est des petits contenus bonus, j'ai envie de dire, donc n'hésitez pas à les regarder. Tous les liens sont de toute façon dans la description, donc je vous invite plus que jamais à les checker. Et je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, c'était un plaisir une nouvelle fois de vous parler de James Bond. Merci à tous et à la prochaine. Salut à tous.